On y va? Tout le monde a eu au moins cette petite feuille. Bon, alors à apprendre par faire. Tiens, bah, je vais vous poser une énigme aussi, là, puisque ça, moi, le jeu consiste à trouver les fautes qu'il a pu faire. De formation professionnelle. Bon. Et en plus, c'est filmé. Bonsoir tout le monde. Alors, il y a ce soir beaucoup de choses. Non, mais justement, c'est parce que On va justement. vous présenter un petit peu rapidement notre jeu. Donc, bienvenue à tout le monde. Donc, ici, vous êtes au café associatif Antilote, qui est géré par Kissicol, une association anticapitaliste, antifasciste, auto-gestionnaire. Et nous organisons régulièrement alors, plein de choses, des conférences, beaucoup sur la commune, des lectures, on organise des projections, on organise des permanences administratives, on fait plein de choses. Des concerts. Pour ceux qui nous ont laissé leur adresse mail, vous allez recevoir 2 fois par mois à peu près notre programmation. Alors avec Michel, on a fait beaucoup de choses depuis, même avant l'ouverture du café, régulièrement des cafés communards. Ce soir, il va nous parler d'Arthur Rimbaud. Alors, est-ce qu'il va nous faire le lien avec la commune? Probablement. Communard, en son cœur. Voilà. Je vous donne rendez-vous pour tous ceux qui le veulent. Alors, on a le 19 mai quelque chose de très particulier. Quelqu'un qui va nous présenter une méthode pour faire du jardinage, de l'agriculture sans implant animal. Sans apport animal, pardon, donc sans fumier. Donc, et ça s'appellera sans fumier. Voilà. Ça peut intéresser certaines personnes. Et puis après, on va reprendre, on va faire un petit film de Ken Loach, pour ceux qui connaissent, sur la guerre d'Espagne. Ce sera le 25 mai. Vous aurez des informations super rapides. Donc je vais laisser la parole à Michel. Donc vous avez vu, je crois qu'il y a une interrogation écrite à la fin. Donc je ne sais pas, vous verrez avec lui. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir pour Rimbaud. Oui, c'est ce que je disais. Rimbaud, c'est mon livre de chevet, et en particulier ce livre de Claude Jean Collard, le dictionnaire Rimbaud. Alors le dictionnaire Rimbaud, en voilà un, et il y en a un deuxième, le dictionnaire Rimbaud, illustré par Pignon, Ernest Pignon. Et là, sous la direction de Jean-Baptiste Barognan, il y a comme ça plein de gens qui se sont penchés sur le destin de Rimbaud, ce météore, je dirais, de la littérature française, et on en est toujours à essayer de comprendre ce formidable poète, et d'un seul coup, pof, ça s'est arrêté. Alors, il y a également ce livre que j'aime bien, d'André d'Hôtel, qui fait partie de la famille Rimbaud, et qui a écrit un premier livre, Le pays dont on n'arrive jamais. Et puis, bien sûr, il s'est penché sur la vie de Rimbaud, et j'aime particulièrement cette couverture, parce qu'on n'a pas de portrait couleur de Rimbaud, mais tout le monde a témoigné qu'il avait les yeux bleus. Et là, on a Rimbaud avec les yeux bleus. C'est un détail, mais pour moi, ça me touche énormément. Alors, je vais vous, comme d'habitude, je vais vous présenter une partie de l'iceberg. J'en ai laissé à la maison. Ce petit bouquin de l'Académie française, Maurice Reims, chez Larousse, société sérieuse, abracadabrantesque, dictionnaire des mots inventés par, je dirais, tous les as de la littérature. Il y en a 16 de Rimbaud, 14 de Verlaine. Et je vous ai distribué donc les néologismes de Rimbaud. On va un peu les commenter. Et là-dedans, il y a de l'ardennais,
Et puis il y a des mots qui symbolisent effectivement une langue française complètement rénovée. Alors j'ai employé un mot savant. Il y a plein d'oxymores, c'est-à-dire l'oxymore, c'est deux mots qui ne devraient pas aller ensemble. Hein, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, a écrit Victor Hugo, c'est comme ça qu'on définit, monsieur l'agrégé. C'est dans le site de Corneille. Ah oui, j'ai bien fait de m'adresser à lui. Mais Victor Hugo, il en a bien fait des oxymores. Ah oui, plein, oui, oui. Ah, ouais. Ça démarre mal. Oui, oui, mais pour moi c'est important parce que beaucoup de grands auteurs, on retrouve dans leur écriture leur passé du terroir. Valère Novarina, écrivain vaudois, on retrouve du vaudois dans ses œuvres. Georges Sand, on retrouve du berrichon dans ses œuvres. Roger Martin du Gard, on retrouve du berrichon également. Et c'est des écrivains brillants. Alors, Rimbaud, lui, c'est formidable. À l'école, il était premier de la classe partout. Hein, et il a mieux orienté sa vie qu'un certain premier de la classe qui nous dirige actuellement. Mais, je ne sais pas, j'ai pas trouvé de notes en sport, en éducation physique, mais il devait quand même être bon parce que l'homme aux semelles de vent, il a quand même fait de nombreux déplacements à pied. Et on sait que il est mort justement d'avoir trop marché. Alors pour moi, au départ, c'était Rimbaud, poète. Et puis, j'ai trouvé des bouquins qui m'ont également poussé vers Rimbaud l'Africain. Alors certains, plutôt libertaires, me disent « Ah, le salaud de Rimbaud, il a fini marchand d'art. » Oui, c'est vrai, mais avant, il a été poète. Puis bon, il n'a pas bien réussi non plus en tant que marchand d'art. Bon, alors, vous voyez, tout le monde, je parle de gens sérieux, Le Monde a fait sur Rimbaud, il y a les petits classiques, voilà. On étudie beaucoup Rimbaud dans l'éducation nationale, oui, quand même. Oui. Mais d'une manière aseptisée. D'une manière aseptisée, d'accord. Ah bon? Bon, la collection Découverte Gallimard, elle est bien cette collection, donc il y a Rimbaud, hein, L'heure de la fuite. Les écrits politiques. Les écrits politiques, c'est aux éditions Aden. Et donc, vous voyez, j'ai mis des coches pour vous parler de Rimbaud communard. Les Ardennes de Rimbaud. Alors, vous savez, il y a une route Verlaine-Rimbaud, une route touristique, hein, qui part des Ardennes et qui monte jusqu'à la frontière et qui va un petit peu jusqu'en Belgique. Alors je l'ai pratiqué, hein, c'est ce que je dis régulièrement, je monte à Bruxelles voir ma fille. Une fois sur trois, je prends la route qui passe par Charleville-Mézières et régulièrement je m'arrête à la ferme de Roche et je m'arrête il y a un petit étang là, où, paraît-il, elle a écrit Une saison en enfer. Je fais un arrêt obligatoire et je pleure. Je pleure parce que je dis, c'est là que Rimbaud a écrit le meilleur texte de toute son existence et de nos existences. Donc, alors, cette route Rimbaud-Verlaine, il y a des panneaux et il y a un endroit où il y a un panneau Rimbaud-Verlaine. On s'aperçoit d'ailleurs que cette route a été créée il y a assez longtemps par le Conseil général des Ardennes
que bon, il y a eu des choses nouvelles qui se sont créées. Et par exemple, il y a un panneau déchetterie qui recouvre, qui est plus important, qui recouvre le panonceau Rimbaud-Verlaine. Hein. Je crois que tu l'as dans le blog. J'avais fait un reportage sur... Si vous regardez dans le blog Vaillantitude, j'ai mis cette annonce de cette lecture patiente ce soir, mais je renvoie au lien où Michel avait donné toutes les photos et tout le reportage qu'il avait fait quand il avait été sur la route Verlaine-Rimbaud. Donc vous pourrez retrouver tout ça. Bien, alors celui-là, on en parlera tout à l'heure. C'est Rimbaud après Rimbaud, anthologie de textes de Proust à Jim Morrison par Claude Jean Collat, hein, celui qui a écrit le dictionnaire Rimbaud. On a vu tout à l'heure, alors vous aurez une autre liste tout à l'heure, puisque c'est un peu, on va faire un peu de l'interactif. Il en manque, et il manque notamment la fameuse chanson que, si vous êtes le jour où je rendrai mon dernier soupir, je veux que ce jour-là, il y ait la chanson de Leprest, Rimbaud, comme ça vous penserez à moi et à Rimbaud. À condition qu'on puisse y être nous-mêmes. Mais oui. Alors là, il y a toute une série, mais il m'en manque. Il y a les vinyles, bien sûr. Chansons et poètes, Arthur Rimbaud, chanté par Ferré, Colette Magny, Jacques Doué, Michel Bernard, Jean-Marc Tenberg, Pascal Labbé, François Cotineau, Gérard Philippe, Suzanne Dunco, Philippe Noireau. Il n'y a pas que des chansons, il y a aussi de la poésie. Léo Ferré chante les poètes, c'est un DVD. Là, un gros truc qui a résisté à l'incendie de ma maison, mais vous voyez, ça a touché quand même, quelques flammes ont touché. Poète choisi, Arthur Rimbaud, 1001 poèmes. Et l'orgie parisienne, poète, texte et chanson. Là encore un DVD, Arthur Rimbaud, une biographie. De temps en temps, ça repasse à la télévision, mais pas en premier temps, pas en prime time. Et puis celui-là, je l'aime bien, c'est la seconde fugue d'Arthur Rimbaud, où bien on se rend justement dans la modernité des Ardennes et de voir ce qui reste dans la mémoire des Ardennais, un peu comme on peut dire qu'est-ce qui reste dans la mémoire des Vierzonais sur Édouard Vaillant. Voilà, et puis bien sûr dans le bulletin de la commune on parle de Rimbaud, puisque le sujet c'est « Il est communard en son cœur ». Il n'a pas participé à la commune, d'après les dernières informations. À un moment, on a dit « mais si, il y était ». Non, non, il y était avant, il a écrit après, peut-être, dans la semaine sanglante, pendant la semaine sanglante, mais ça m'étonnerait. Bon. Et puis, alors, ce bouquin-là, où on voit les images données par Rimbaud, les tagages, etc. On a Rimbaud en Marcel, par exemple, Rimbaud qui clope, etc. Et je vais commencer par un scandale qui a été découvert, enfin qui a été présenté par la revue Bizarre en 61, et donc 4e trimestre 61, réponse 2e trimestre 62, l'affaire Rimbaud, avec en réponse André Breton, René Diamble, Robert Canter, Pierre de Mandiargue, Robert Sabatier, etc. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire Rimbaud? Alors moi qui étais maître d'école, j'ai pris des ardoises pour vous expliquer les voyelles de Rimbaud. Alors, comme c'est difficile
d'écrire noir sur du noir, c'est A noir. Alors, l'autre fois, j'ai fait cette même présentation à Sagone et quelqu'un me dit « Ah, je viens de comprendre les mots croisés. » Selon, vous l'avez trouvé dans les mots croisés, hein, selon Rimbaud. Donc, A noir. E blanc. D'accord. I rouge. Bon, je n'avais pas de craie rouge. J'ai dit rouge. On a tous dit rouge. Hein. U vert. Et là, le plus facile à se souvenir, O, l'eau bleue. Et il y a un gars qui se disait très sérieux, hein, RF, professeur dans un lycée de jeunes filles privé à Vichy, et qui donne une interprétation psychanalytique des voyelles. A noir, parce que quand on renverse le A, c'est le sexe de la femme brune. Vous reconnaissez, mesdames? Toi, t'es pas crédible, en revanche. E blanc. Pourquoi E blanc? Ce sont les seins des femmes qui sont blancs puisqu'on les cache. I rouge. Ah, oh là Le là. sourire des lèvres. Ah bah j'avais cru que c'était le soir. Et pour le reste, bon, c'était plus difficile. U, parce que Rimbaud aurait assisté dans sa jeunesse à un spectacle de clown et le clown avait un chapeau vert. Bon, O bleu, ça paraissait évident. Et donc, cette interprétation chez les Rimbaldiens a fait un scandale, ce qui fait que donc, réponse de bizarre. Alors, qui était ce RF qui venait de faire, en 61, une analyse psychanalytique des voyelles de Rimbaud? Robert Forisson. Oh. Ça vous dit quelque chose? Ah bah oui. Bon, voilà. Et bien sûr, on l'a connu après pour d'autres raisons, ce qui fait qu'il n'a quand même pas été pris au sérieux. Ça n'a Alors, rien à voir avec la suite du poème, hein, de toute façon. Hein? Ça n'a rien à voir avec la suite du poème, son truc. Pas du tout, pas du tout. Et on se pose encore des questions sur ce choix, et c'est un choix de poète. C'est un gamin qui veut faire un ciel vert, il a le droit de faire un ciel vert dans son dessin, etc. Hein? Donc on peut, je veux dire, des poètes, des chanteurs ont donné des coloris complètement sortant complètement du matérialisme des couleurs. Donc on va aborder maintenant Ardennais. Et là encore, Rimbaud pose question, sauf à Claude Jean Collat. Parce que il s'est penché sur deux gros dictionnaires de l'époque de Rimbaud, donc du 19e siècle, le Becherel, le Littré. Et donc, Rimbaud, premier de la classe, était fort en latin. Il a employé des mots latins. Il était fort en anglais. Après, ça n'y a pas posé de problème d'aller avec Verlaine en Angleterre. Et il était ardennais. Et en même temps, il connaissait parfaitement la langue française et il savait avoir des subtilités de poète. Alors, empoignons
notre liste. Alors je vous rappelle, hein, il est né le 20-10-1854, il est mort le 10 novembre 1891. Bon, ça, vous pourrez le trouver dans Wikipédia et compagnie. Là-dessus, ils disent pas trop de bêtises. Donc, alors, abracadabrantesque. Et c'est le titre du bouquin de Maurice Reims. Comment maintenant on connaît abracadabrantesque? Chirac. Chirac. Bah, c'est Je vois Chirac que qui l'a vous dit. êtes tous chiraciens. Non, Il y a mais- eu une émission on a de regardé télé les médias. aussi où on a parlé de Rimbaud et j'ai vu que Gilles Pin était un rimbaldien convaincu et c'est peut-être, à mon avis, lui qui a soufflé le abracadabrantesque à Chirac. Donc voilà, c'est le premier néologisme de Rimbaud. Alors là-dedans, eh bien, il y a effectivement des mots qui sont de l'invention de Rimbaud, qui donnent, qui déforment. Oh, il y en a bien qui ont inventé des mots qui se terminent par ude, etc. Donc, La bravitude. voilà, la gravitude. Alors, par exemple, absorculant, du verbe absorber, donc pour lui, il rajoute ce sens et en même temps, visiblement, moi j'ai confiance en Jean Collat, il rajoute des pensées, à la fois l'idée de poète et puis des idées corporelles. Rimbaud était jeune adolescent, donc le corps pour lui était important, donc absorculant, on a onyme. Bon, Voilà. c'est aussi une création particulière. Baou, mot ardennais, c'est l'aboiement et baouillir, il disait, les Ardennais disent, enfin dans le temps, hein, c'est comme le berrichon maintenant, on dit plus ça, on parle anglais, ou baouillonner pour les chiens, etc. Ça vient de chez lui, bombiner comme le bourdon. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Alors, coiner, c'est le coin, monnaie anglaise. Hein. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que contemplostat, hein, il invente des terminaisons, etc. Cotèche, eh bien, c'était un des valets de ferme de la ferme de Roche qui était luxembourgeois et qui, quand il parlait de Cotèche, c'était la comtesse. Voilà, donc déformation, comme il y a des mots qu'on déforme en berrichon. Décorporé, Roger Martin du Gard, dans le testament du Père Leleu, dit il était bien corporé. Donc, pourquoi pas décorporé. Et il y a aussi décorporé, parce que là, on songe aussi aux corporations. Alors, dérade, c'est pas ardennais, ça. C'est le bateau-ivre qui quitte la rade. Et donc, c'est ça, si on y pense, et je vous vois là, vous dites, ben bien sûr, bon sang, mais c'est bien sûr. Donc voilà comment on peut imaginer Rimbaud qui dit soyons modernes, hein, inventant plein de mots, drogaille, c'est les drogues, c'est dans les premiers poèmes, le forgeron, hein, une enfant, ben oui, n'oublions pas qu'en berrichon, on dit j'ai 2 enfants et 2 filles.
pour le Berrichon, la fille, c'est pas un enfant. Donc il fait rimer enfante avec géante. Logique. Un géant, une géante. Donc un enfant, une enfante, tout simplement comme nom commun, qui fait penser aussi à infante, que l'on retrouvera dans ses poèmes. Par exemple, un féal, on l'employait plutôt comme adjectif, lui il en fait un nom. Hein. Fouf. Alors fouf, c'est un chiffon. Excusez-moi. Féal, alors l'adjectif, qu'est-ce que ça veut dire, féal? C'est serviteur, fidèle. Fidèle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Grand truc, c'est effectivement grand turc. Qui était le grand turc à l'époque de Rimbaud? Bismarck. Puisque c'est un poème où il parle de Thiers, Bâté. Alors vous ne l'avez pas là, Bâté, mais il l'a employé. Bâté, chargé d'un bas. On le retrouve dans un de ses poèmes qu'on pourrait retrouver, Anne Bâté, etc. On pourrait le retrouver dans une poésie ou dans un texte de Georges Sand. Hein. Par contre, j'en ai d'autres là, en plus de ce que vous avez, Bramé. Bramé, rien à voir avec le cerf. Bramé, c'est la sève qui monte. Alors là, c'est plus surprenant, hein, mais ça vient aussi d'un mot ardennais. Et ce que je vous dis, par exemple, dans la deuxième colonne, je ne vais pas tous vous les faire, parce que sans ça, on mange la soupe à l'oignon demain. Ça ne veut pas rien dire. Alors ils ont été comme ça, une bande de grammairiens, de professeurs, grands monsieurs, à vouloir dire oui, Rimbaud c'est bien, mais Rimbaud il fait des fautes. Hein. Non. Claude Jean Collat le prouve, toujours par Becherel et Littré, avec l'usage au moment de Rimbaud. Rimbaud, premier de la classe, ne fait pas de faute, c'est volontaire. Et par exemple, ça ne veut pas rien dire, le pas rien est dans une expression, hein, comme on a des expressions comme ça en Véry. Hein, donc, et puis alors par merde, c'est Paris, bien sûr. On voit bien quelle est sa vision du Paris, et en plus du Paris de la semaine sanglante après. Hein. Irréveillé, c'est pas mal, irréveillé. Hein, c'est une belle trouvaille. Presque il. Beaucoup dans des éditions des textes de Rimbaud mettaient presqu'île. Non, c'est le bateau. Le bateau n'est pas une presqu'île. Le bateau, si on est dans le bateau, c'est presque une île. Et donc la version presque île est beaucoup plus logique, rimbaldienne, que presqu'île, que certains ont corrigé. Potenteux, important, c'est potenteux, oui, hein, on dit bien potentat. Qu'est-ce qu'il y a la Sapinet. Ben, la Sapinet, Littré dit que depuis le XVIIIe siècle, c'était effectivement une plantation de sapins sapinets, pas sapinerais, hein, par exemple. Alors, dans des expressions comme soldat des traités, il fait référence ici, par rapport à la garde nationale populaire, à ces soldats allemands qui sont venus, prussiens, d'abord, avant d'être allemands, c'est après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, qui sont venus combattre les Français, et parce que il y a eu des traités entre éléments
de pouvoir de la Prusse et de la future Allemagne, et ces traités ont poussé, comme Hitler a voulu la revanche du traité de Versailles, donc ces soldats des traités, c'est une bonne traduction historique donnée par Rimbaud. Hein? Excusez-moi, il n'y avait pas eu collusion aussi entre le gouvernement français et, Ah bah et ça, allemand oui, pour bien. réprimer la commune? Ah bah ça, oui, Ah oui, les Prussiens, ils ont dit, nous, on ne bouge pas, ce qui a quand même permis, pendant la semaine sanglante, que du côté allemand, c'est par là qu'on s'est sauvé. Je suppose qu'Édouard Vaillant, c'est par le côté prussien qu'il a pu se sauver, non? Plutôt vers le sud. Ah bon? Oui, parce qu'il y avait à la fois, oui, mais le sud était pas serré Oui, par les Versaillais. c'est ça. Hein. Mais il y a aussi beaucoup qui sont passés par les Prussiens. Bien sûr, il y a eu collusion. Les Allemands ont rendu les prisonniers de la guerre de 70 pour renforcer l'armée de Versailles. Hein. Donc c'est sûr. Et Rimbaud le sait. Hein. Donc, alors, ce qui est bien au niveau des poèmes, azur, vert, pilastre d'azur, bleuison aurorale. Qu'est-ce qu'il y a? Clément Aqueduc, bon, ben, c'est les larmes de Jules Favre quand il a été pour négocier justement l'armistice avec les Prussiens. Donc Clément Aqueduc, on bat des yeux et ça fait couler les larmes. Hein, Les larmes de quoi? les larmes parce que oui, ça ne gênait pas de céder l'Alsace-Moselle, contrairement à la volonté bien sûr des députés du coin. Drapeau d'Escase, douche de pétrole. Ça nous rappelle que effectivement le pétrole a été bien employé, et notamment par les Versaillais, plus que par les pétroleuses, qui est un mythe inventé par les Versaillais. Essaim de feuilles d'or, liqueur d'or, maison d'or. Vous voyez comment il associe deux mots pour créer des images. Alors il y a dans la première colonne à la lettre P, le P, piou-piesque. Alors on a piou-piesque. On a longtemps pensé que ça venait de piou-piou. D'ailleurs il parle des piou-piou aussi. Non, mais justement on s'est aperçu que au départ c'était un mot ardennais qui correspondait au cri des poussins, hein, et qui paraît beaucoup plus logique. Et là, Maurice Reims met les deux interprétations, mais il dit l'histoire des poussins est juste, hein, est juste. Et venant de Rimbaud ardennais, ça paraît tout à fait logique. Impalpable voilure. Alors là-dedans, il y a des allusions cachées sexuelles qu'on retrouve beaucoup dans l'album Zutique, justement, où plusieurs poètes se sont rassemblés, hein, le club des vilains bonshommes. Ils ont fait un album Zutique, Verlaine en a fait, Charles Cros, etc. Et là, on choquait le bourgeois. Hein. C'est un peu comme les surréalistes quand ils sont venus à Argences-sur-Saône, qu'ils ont pissé sur le monument aux morts. Donc on provoquait le bourgeois. Et comment provoquer le bourgeois? Sexuellement, en donnant des consonances sexuelles, jambe de gauche, c'est ça, oui, la jambe de gauche, on sait que les hommes portent à gauche, hein, et donc c'est l'organe sexuel, par exemple. Hein. Je vois Cosmorama
Ardouan. Ardouan, c'est ardennais. Hein, c'est, comme on dit, Berriot, par exemple. Hein. Donc, vous voyez, le fait que l'ardennais, c'est une langue d'oeil, comme le berrichon, nous aide à avoir cette connaissance du terroir qu'a Rimbaud. Voilà un oxymore, honnêteté tyrannique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Justice ardente. Voilà, donc on pourra voir par la suite, à la fin, s'il y a des mots qui vous ont attiré l'œil, on pourra en reparler. Par exemple, on trouve fringalé, que vous ne devez pas avoir dans la liste, mais Rimbaud a employé fringalé. En berrichon, défringalé. Hein, quand on se nourrit, on se défringale. Ben oui, mais nos pauvres paysans berrichons, ils sont des rimbaldiens sans le savoir. Déjà, ils parlent la langue de Molière. Bien, oui, c'est vrai. Bon, alors, de quoi je vais parler maintenant? Je vais vous présenter... Non, plus tard. Je vais vous dire des poèmes. Ça vous va? Alors, poème politique, on en arrive au communard. D'abord, il a écrit des poèmes politiques sous l'Empire. Soldat de 92, par exemple. Hein. Le forgeron. Hein. Celui-là, vous le connaissez tous. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons. Déjà au niveau de la versification, c'est où le soleil de la montagne fière luit. Hein, des constructions, déjà plein d'images. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges aux côtés de moi. Et souvent, on a dans Vénus Anadyomène, comme ça, la fin qui détruit. Il ne veut pas être romantique, Rimbaud. Alors, quels sont les mots les plus employés par Rimbaud? On a vu les couleurs des voyelles. Alors, quel est d'abord le mot le plus employé par Rimbaud? Oh, c'est un mot simple. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un mot simple, mais que Notre agrégé. certains poètes qui aiment bien les petits oiseaux n'en parlent pas, par exemple. Je est un mot. Je, c'est le mot le plus employé 600 fois dans ces poèmes. Je. Donc je parle de moi. Hein. Et je donne ma vision du monde, mais je est un nom. Soyons résolument modernes aussi, a-t-il écrit à un autre moment. Donc il prend sa poésie à bras le corps. Les couleurs. Couleur la plus employée. L'or. Moi, je dirais l'or. Le rouge, Je veux dire le rouge. 75 fois. D'autres? Noir. Le noir.
le noir 100 fois, le blanc 90 fois, le rouge 75 fois, et sur les 75 fois, c'est 34 fois le sang. Dans voyelle, le blanc succède au noir. En deuxième place, dit Claude Jean Collat. C'est aussi la deuxième couleur donc, du vocabulaire de Rimbaud. Les mots blanc, blanche, blême, blémie paraissent environ 90 fois dans l'œuvre. Presque l'équivalent du noir, son contrepoids, la force de l'espérance, l'avenir. Donc c'est pas le vert. L'espérance, c'est blanc. Le corps, main blanche, bras blancs, museau d'enfant, front, nuque, peau, dents, cou, cheveux. Le blanc, synonyme de jeunesse, beauté, l'agneau est blanc, le jeune homme, la déesse. Le blanc, c'est aussi la couleur de l'évasion, les rêves, les visions, le lointain, les anges, fenêtres, voiles, routes, étoiles. Fleurs et nations en joie. Le blême, lui, c'est lié au brouillard, aux éclats atténués, aux noyés ravis, par exemple. Le blême, pour Jean Collat, d'après Rimbaud, est un purgatoire. Et donc, voilà, pour présenter le blanc. Le noir. Le noir, donc, dans voyelle, le noir ouvre la danse. Ah, noir, corsé, velu, des mouches éclatantes. Je veux dire, quel est le poète qui mettrait, qui parlerait des mouches, hein? On parle plutôt, oui, de la nature, c'est beau, les fleurs, etc. Les mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, golfe d'ombre. Fascination du noir, mais aussi méfiance, hantise. Donc, couleur obsessionnelle pour Rimbaud, funeste, morbide, les oiseaux noirs, les démons noirs, les squelettes noirs, c'est pas les squelettes blancs, c'est des squelettes noirs, les regards noirs, les gibets noirs, les nuits noires, ça c'est logique. Le noir pénètre dans la boue, dans le sommeil, dans les coins, dans les fleuves. Et ce noir éteint ce qui brille, soleil noir, cieux noir, jour noir, orgue noir, fleurs noires, fruits noirs. Donc, voilà, le noir, c'est aussi le symbole de la putréfaction. Rouge. Rouge, donc 75 fois, 34 pour le sang. Le rouge est rêve, orage, couchant, soupirail rouge, ciel rouge. Ça, ciel d'automne, on s'en doute un petit peu. Le rouge est dangereux. Bombe, crachat de mitraille, canon, clairière de sabbat, enfer, tourmente, eau et fleuve rouge, blessure. Donc, mais le rouge sert aussi à exprimer la vie, le sang des arbres, de la terre, des bêtes, des corps, des veines, des lèvres, bien sûr, hein, le i rouge, et des bois. Le rouge peut être douloureux, païen, mauvais, rouge noir. Il coule, on le boit, il sèche comme c'est le sang, il chante. Voilà. C'est aussi, donc, il a écrit sur l'alchimie. L'alchimie, chez les alchimistes, le rouge est également important. Est-ce qu'il y a le blanc? C'est un dictionnaire, c'est écrit par le Soumiti. Ouais. J'en ai parlé du blanc. Oui. Voilà. Alors, donc, voilà,
pour un peu décrypter, en plus des néologismes rimbaldiens, sa façon d'écrire. Le blanc, la fleur la plus sutée, je vous l'ai dit, c'est le lys. Alors, je vais reprendre mes textes poétiques et on va retrouver la commune. Vous allez remarquer l'importance des verbes dans ce poème, et notamment des verbes à l'impératif. L'orgie parisienne où Paris se repeuple. Oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares. Le soleil expia de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Voilà la cité belle assise à l'Occident. Allez, on préviendra les reflux d'incendie. Voilà les quais, voilà les boulevards, voilà sur les maisons l'azur léger qui s'irradie et qu'un soir la rougeur des bombes étoila. Cachez les palais morts dans des niches de planches. L'ancien jour effaré rafraîchit vos regards. Voici le troupeau roux des tordeuses de hanches. Tordeuses de hanches, il est dans vos... c'est les prostituées. Soyez fous, vous serez drôle, étant hagards. Tas de chiennes en rut, mangeant des cataplasmes. Le cri des maisons d'or vous réclame. Volez, mangez. Voilà la nuit de joie au profond spasme qui descend dans la rue. Ô buveurs désolés, buvez. Quand la lumière arrive intense et folle, foulant à vos côtés des luxes ruisselants, vous n'allez pas baver sans geste, sans parole, dans vos verres, les yeux perdus au lointain blanc. Avalez pour la reine aux fesses cascadantes. Écoutez l'action des stupides hoquets déchirants. Écoutez, sautez aux nuits ardentes les idiots râleux, vieillards, pantins, laquais. Ô cœur de saleté, bouches épouvantables, fonctionnez plus fort, bouches de peinteurs. Un vin pour ces torpeurs ignobles sur ces tables, vos ventres sont fendus de honte, ô vainqueurs! Ouvrez votre narine aux superbes nausées, trempez de poison fort les cordes de vos coups. Sur vos nuques d'enfants baissant ses mains croisées, le poète vous dit « Oh lâche, soyez fous !» Lorsque vous fouillez le ventre de la femme, vous craignez d'elle encore une convulsion qui crie, asphyxiant votre niché infâme sur sa poitrine en une horrible pression. Syphilitique, fou, roi, pantin, ventriloque, qu'est-ce que ça peut faire à la putain Paris? Vos âmes et vos corps, vos poisons et vos loques, elle se secourra de vous, hargneux, pourri. Et quand vous serez bas, geignant sur vos entrailles, les flancs morts, réclamant votre argent, éperdu, la rouge courtisante au sein gros de bataille, loin de votre stupeur, tordra ses poings ardus. Quand tes pieds ont dansé si fort dans les colères, Paris, quand tu reçus tant de coups de couteau, quand tu gis retenant dans tes prunelles claires un peu de la bonté du fauve renouveau. Ô cité malheureuse, ô cité quasi morte, la tête et les deux seins jetés vers l'avenir, ouvrant sur ta pâleur ces milliards de portes
cité que le passé sombre pourrait bénir. Corps magnétisé pour les énormes peines, tu rebois donc la vie effroyable, tu sens sourdre le flux des vers livides dans tes veines, et sur ton clair amour rôder les doigts glaçants. Et ce n'est pas mauvais, tes vers livides ne gêneront pas plus ton souffle de progrès que les Styx n'éteignaient l'œil des cariatides, où des pleurs d'or astral tombaient des bleus degrés. Quoique ce soit affreux de te voir couverte ainsi, quoi qu'on n'ait fait jamais d'une cité ulcère plus pure la nature verte, le poète te dit, splendide est ta beauté. L'orage a sacré ta suprême poésie, l'immense remuement des forces le secours. Ton œuvre bout, ta mort gronde, cité choisie, amasse les strideurs au cœur du clairon lourd. Le poète prendra le sanglot des infâmes, la haine des forçats, la clameur des maudits, et ses rayons d'amour flagelleront les femmes. Ses strophes bondiront. Voilà, voilà, bandit. Société, tout est rétabli. Les orgies pleurent leur ancien râle aux anciens lupanards, et les gaz en délire aux murailles rougies flambent sinistrement vers les azurs blafards. C'est écrit bien sûr après la semaine sanglante. Et quelle force de poésie. Et on peut dire que chaque fois on trouve dans le verbe de Rimbaud une nouvelle image qui paraît. Alors ça, c'est considéré comme une prise de position, bien sûr, de Rimbaud en faveur des communards. Il aurait écrit une constitution pour les communeux. Elle n'a pas été retrouvée, mais ils ne sont pas beaucoup à avoir pris position pour la commune de Paris. Verlaine, Rimbaud, Vallès, et puis, plus curieusement, Villiers de l'Isle-Adam. Victor Hugo après, pour défendre l'amnistie. Mais Victor Hugo n'a pas forcément toujours apprécié la commune. Alors, je ne parle pas de Georges Sand, que je ne qualifierai pas ce soir. On a compris. Les mains de Jeanne-Marie, autre poème communal. Jeanne-Marie a des mains fortes, mains sombres que l'été tana, mains pâles comme des mains mortes. Sont-ce des mains de Rohanna? Ont-elles pris les crèmes brunes sur les mares dévoltées? Ont-elles trempé dans des lunes aux étangs de sérénité? Ont-elles bu des cieux barbares calmes sur les genoux charmants? Ont-elles roulé des cigares ou trafiqué des diamants? Sur les pieds ardents des madones, ont-elles fané des fleurs d'or? C'est le sang noir des belladones qui, dans leurs paumes, éclatent et dorent. Mains chasseresses des diptères dont bombinent les bleuisons aurorales vers les nectaires, mains décanteuses de poison. Oh, quel rêve les a saisis dans les pendiculations, un rêve inouï des Asies, des Kangavars et des Sions. Ces mains n'ont pas vendu d'orange, ni bruni sur les pieds des dieux. Ces mains n'ont pas lavé les langes des lourds petits enfants sans yeux. Ce ne sont pas des mains de cousines, ni d'ouvrières au gros front que brûle, au poids puant l'usine,
un soleil ivre de goudron. Ce sont des ployeuses d'échine, des mains qui ne font jamais mal, plus fatales que des machines, plus fortes que tout un cheval, remuant comme des fournaises et secouant tous ces frissons. Leur chair chante des Marseillaises et jamais des éléisons. Faut rimer avec frisson. Ça serrerait vos coups, ô femmes mauvaises, ça broierait vos mains, femmes nobles, vos mains infâmes, pleines de blanc et de carmin. L'éclat de ses mains amoureuses tourne le crâne des brebis. Dans leurs phalanges savoureuses, le grand soleil met un rubis. Une tache de populace les brunit comme un singulier. Le dos de ses mains est la place qu'on baisa tout révolté fier. Elles ont pâli, merveilleuses, au grand soleil d'amour chargé, sur le bronze et des mitrailleuses à travers Paris insurgé. Ah, quelquefois, ô mains sacrées, à vos poings, mains où tremblent nos lèvres jamais désenivrées, crie une chaîne aux clairs anneaux. Et c'est un soubresaut étrange dans nos êtres, quand quelquefois on veut vous déhaler, main d'ange, en vous faisant signer les doigts. Bon, à travers Paris insurgé, je pense que là, on ne peut pas ne pas dire que c'est un poème sur la... C'est pas un poème sur la commune. Voilà, donc j'ai choisi ces poèmes-là pour vous parler de Rimbaud communard. Comme j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, je vais évoquer. Donc, alors, Rimbaud, on va arriver à Rimbaud symbole. Alors, il y a plein de choses à vous montrer. Alors, déjà, ça, c'est, vous voyez, la revue Europe qui a fait qui revient régulièrement sur Rimbaud. Quand on veut illustrer Rimbaud, il y a plein d'images qui viennent. Hein, et on veut le montrer jeune, moderne. C'est d'après la photo de Carja, hein, avec le nœud de travers. Les grands ont illustré Rimbaud, Picasso. Alors, voilà un autre montage. Vous pouvez le penser. Vous le regarderez tout à l'heure, parce qu'un pédagogue qui ne donne jamais des documents quand il parle, les gamins, ils regardent. Exactement. Les gamins. T'as oublié? Bon. Alors, vous voyez, on n'oublie quand même pas à Rimbaud, hein, centenaire d'Arthur Rimbaud, Charleville, 1854-1954. Alors, c'est tout programme tout bête, hein, on fait de la pub, comme pourrait faire le Conseil général en parlant de Charles VII, par exemple. Les forges de ciné, calorifères et foyers domestiques. En 54, on disait calorifères. Voilà. Depuis 1854, Arthur Martin. Oh là là. Donc, vous voyez, on fait le lien entre Rimbaud et la vie. Alors, vous voyez... Juste pour t'interrompre, juste un petit mot. Ouais. Il y a une chose de Rimbaud qui est vraiment extraordinaire. Si un jour vous voulez voir quelque chose qui lui a appartenu, Oui. que vous
vous pouvez voir à son musée, Charleville, Hein? c'est quelque sorte sa trousse de voyage. Enfin, ce qu'il avait, c'est formidable. Moi, je pleure à chaque fois devant sa sacoche. C'est la Et moi aussi. dernière, c'est presque l'unique relique. Ouais, Alors, bon, on va pas ouais, dire ouais, relique parce que. Oui, oui. Ah ben ça, Mais c'est ça faut fantastique de voir. ça. Faut C'est la voir. seule J'ai chose raison. qui nous soit parvenue ouais. matériellement de lui. On l'a vu. Et c'est visible à Charleville au musée. Donc, vous voyez, la revue Europe reprend hein, illustration. Alors, vous voyez, par exemple, en Italie, pour présenter Rimbaud, hein, voilà. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Là aussi, l'image du bateau ivre. Bon, mais c'est quand même, malgré tout, je veux dire, c'est pas du réalisme socialiste. Hein, il y a quand même, je veux dire, de l'art que l'on veut moderne. Alors donc, au musée de Charleville, on vous fait des petits marque-tapages hein, avec des poèmes de Rimbaud. Vous pouvez et ça tombait bien parce que ce jour-là, je suis tombé le jour où le livreur de marque-page arrivait. Alors, voilà aussi un aspect de la vie de Rimbaud. Provocateur. Sa sœur venait de mourir. Il lui est même arrivé de se raser la moitié de la tête et donc de garder l'autre moitié hein, pour embêter les carolopolitains. Donc là, vous verrez, c'est sa sœur Isabelle, sa sœur Vitalie, Paterne Berrichon. Oh, ça m'énerve. Avec un nom comme ça, il a fait que des conneries. Parce que, je veux dire, il a ramené Rimbaud à un poète ordinaire. Il n'a pas su trouver la brillance de Rimbaud. Et je suis sûr que peut-être, mais heureusement qu'il y avait Verlaine, il y a des poèmes qui ont été cachés. Paterne Berrichon n'a rien compris. Il ne fait pas l'honneur avec son nom. C'était le mari d'Isabelle. Vitalie Rimbaud, 17 ans, 18 novembre 1875, priez pour elle. Arthur Rimbaud, 37 ans, 10 novembre 1891, priez pour lui. C'est dans le cimetière de Charleville-Mézières. Voilà le manuscrit, vous le regarderez tout à l'heure, le manuscrit des mains de Jeanne-Marie. Là, le Harard. Le Harard, donc, c'était fini. C'était fini, la poésie. C'était fini, Verlaine. C'était fini. Par contre, Isabelle, il y a toujours cette relation. Et aussi avec la mère Rheims. La mère Rheims qui l'a changé dans sa jeunesse d'établissement scolaire parce qu'ils étaient trop modernistes. Et bien la mère Rheims, elle a joué son rôle de mère. Même si, oui, elle n'a pas compris, bien sûr, la poésie de Rimbaud, mais elle a toujours été là au moment où il en avait besoin. Et quand il était en crise, il revenait à Roche et Madame Rimbaud l'accueillait. Donc, on a dit beaucoup de choses trop méchantes sur la mère Rheims. Bon, des petits dessins, hein. Alors, vous voyez là, on va commencer à voir la récupération moderne de Rimbaud en Marcel, fumant une cigarette. Et voilà une lettre qui
qui vient d'Angleterre, monsieur Arthur Rimbaud, 8 Great, qui va en Angleterre, pardon, 8 Great College Street, Very Urgent, London. Et puis il y a celle-là, cette enveloppe. Arthur Rimbaud, Charlestown, 08000 Ardennes. Et là, une lettre qui est postée en 1996. 1996. Avec cette annotation de la poste. Les postiers sont formidables. Décédé depuis 105 ans, voire cimetière aux beautés. Ils ont dit, bon, si vous voulez voir Rimbaud, allez au cimetière. J'adore. Bon, là, de temps en temps, l'homme au sel devant prenait le train. Et il reste toujours à Tilly la Micheline. Il faut conserver ces petites voies qui sont maintenant des voies touristiques. Et bien sûr, il y a l'arrêt à la gare de Vond. Mais on s'aperçoit que cet effort pour préserver la route Rimbaud-Verlaine bat de l'aile, parce que ce qui est en métal est rouillé, etc. La gare de Vond est privée, hein, c'est comme la gare de Tendron dans le Cher. Donc, il y a encore le quai de la gare de Vond. Mais c'était un lieu qui lui permettait de partir au loin. J'ai un... Alors dans... Rimbaud, ça c'est les amis de la commune, septembre 2008. Rimbaud, un inédit retrouvé. Alors régulièrement, c'est un peu comme les origines du monde avec Courbet, hein, de temps en temps on ressortait qui avait posé pour les origines du monde. Un certain polémiste, notre ami de Saint-Valentin, comment il s'appelle, Roland Hainaut, on me dit mais c'est Georges Sand qui a posé. Bon, donc là, Rimbaud, ces photos du Harar, ces photos d'Afrique, régulièrement on en ressort. Hein. Bon, celle-là, elle est authentique. C'est le soir, sous la tente pleine de silence et de rêve, Bismarck, un doigt sur la carte de France, médite. De son immense pipe s'échappe un filet bleu. Tiens, un gros point noir semble arrêter l'index frétillant, c'est Paris. Ces quelques lignes sont extraites d'un article de Rimbaud intitulé « Le rêve de Bismarck », publié dans le quotidien Le Progrès des Ardennes, daté du 25 novembre 1870, en pleine guerre franco-prussienne. Ce texte, signé du pseudonyme de Jean Baudry, vient d'être découvert par hasard chez un bouquiniste de Charleville-Mézières par Patrick Taliercio, un cinéaste venu tourner un documentaire sur la seconde fugue d'Arthur Rimbaud. Oui, parce qu'il a fait des fugues vers Paris d'abord, où il a été emprisonné, puis on l'a rejeté, vers Bruxelles, et puis après, bon, avec Verlaine, ils ont fugué aussi ensemble. Et pour Jean-Jacques Lefrère, spécialiste de l'écrivain, ce texte n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce n'est pas une découverte mineure. Il est intéressant sur un plan psychologique, puisqu'il montre, dès l'âge de 16 ans, la grande souplesse de plume en prose de Rimbaud. C'est aussi un article patriotique signé par le poète, qui un mois plus tôt fustigeait
le patriotisme des Ardennais. Patriotisme. Rimbaud n'a pas participé à la commune, mais c'est un communard de cœur, comme en témoignent ses poèmes, L'orgie parisienne, Paris se repeuple, les mains de Jeanne-Marie. Notre association organisera un voyage à Charleville en 2008, ils l'ont fait dernièrement, etc. Donc à chaque fois, et c'est pas simple, effectivement, c'était un pseudonyme, Alcide Bava, il signait aussi Alcide Bava. On a retrouvé aussi une photo comme ça. Alors moi je me suis penché sur la photo, soi-disant Arthur Rimbaud, et moi c'est souvent je regarde les lobes d'oreilles, c'est un signe. Une fois aussi comme ça, une photo de Sarah Bernard nue. Ben oui, par les oreilles, il y avait de fortes chances que c'était Sarah Bernard nue quand elle était jeune comédienne et qu'il fallait qu'elle mange, et elle a dû poser pour des artistes. Bon, alors effectivement, dans ce bouquin, alors bien sûr, des bandes dessinées mettent Rimbaud en valeur, Blansky fait des peintures murales, etc. Pendant la Commune de Paris, on en a, enfin des commémorations, la Commune de Paris, on en a fait, pièces de théâtre, etc. Rimbaud, et puis madame, vous avez un livre où on joue sur les mots. Bah montrez-le et montrez-vous en même temps. Moi c'est eux qui doivent le regarder. Jean Telet. Donc là, on est sur un récit contemporain, en fait. Ouais. Donc une reprise un peu de la vie de Rimbaud, mais avec des personnages contemporains. Ben, je pense que peut-être certaines personnes dans l'assistance connaissent ce livre. Jean Telet aussi, Jean Telet, une référence voilà. historique. Donc Rimbaud pour Rimbaud, avec un jeu de mots évidemment. Il a écrit en anglais. Il a écrit en anglais. Un anglicisme. Là, on a un moment. Scarborough. Scarborough, c'est Scarborough. Mais lui, il met Scarborough parce que c'est comme on dit Besançon, et comme on prononçait, voilà, donc Rimbaud, Coinet tout à l'heure. Avec une analogie entre la vie de Rimbaud et des personnages, en effet, voilà, une histoire, enfin, un roman, on va dire, contemporain. Et voilà, je vous invite à le premier roman de Jean Telet. Je vous invite à en effet lire et vous faire une idée par vous-même. Voilà. Donc là encore, c'est un bouquin de Claude Jean Collat, Rimbaud Mania, vous voyez, on le met dans toutes les positions, des montages photos. Moi, je suis en train de faire des montages photos sur la Joconde en ce moment. Ouais, ça. Et, Ils l'ont fait, oui. Dans l'IB, bien sûr, on parle souvent de Rimbaud. Alors, le grand drame, Rimbaud est-il mort chrétiennement? Claudel a dit que oui. Ouais, c'est ça. Non. Puis ça change rien. Oh, bah non. Il est mort. Bon, alors maintenant, on va arriver. Il faut peut-être bien qu'on finisse quand même. Je vais vous donner maintenant, on va passer. Alors, il y a plein de choses encore à dire. Si vous voulez, je peux vous laisser là mes planches, je ne sais pas où vous pourriez les mettre quelque part. On va Alors, ce qu'ils ont dit sur Rimbaud. Rimbaud après Rimbaud, anthologie de textes de Proust à Jim Morrison, réunie par Claude Jean Collat. Mais il n'y a pas que lui comme spécialiste, mais moi je l'aime bien. Bon, je comprends. Bon, passez-vous.
les trucs pendant que je vais vous lire. Il n'est pas. Alors, ça va être interactif. Vous allez choisir un bonhomme là-dedans, et puis vous me direz qu'est-ce qu'il a dit. Alors, si on manque de temps, vous verrez, René Demal, il a dit 2 mots. Donc, si on donnera à la fin, c'est comme ça. Alors, Vous avez tout ça là? Oui, merci. Michel. Là-bas, Michel, derrière toi. Ah, pardon. Merci. Alors, vous avez vu, j'ai mis des notes de musique. C'est parce que beaucoup de chanteurs, vous avez tous, beaucoup de chanteurs ont évoqué Rimbaud. Moi, ça m'étonne pas, hein, c'est des... Il y a Vivier, Michelin, Gainsbourg, Ferré, Dylan, forcément. Tout le monde en a? Ouais, Félix Tilly. Alors, avant de commencer, puisqu'il manque, je vous ai dit, hein, celui-là, vous le mettrez devant mon cercueil, vous serez là et vous entendrez celui-là de Alain Leprest. Pourquoi t'as sitôt couché les glaïeuls? Ça t'aurait fait beau, des rides sur la gueule, Rimbaud. Tu nous aurais fait un bac de vieillard, perdant tes tiges blancs dessus ton costard, Corbeau. Moi, et qui fait tenir tes œuvres complètes sur les étagères, ma boîte d'allumettes sans fable. Si t'étais mort au troquet de la centaine, faudrait un camion pour louer tes poèmes. Au diable, Rimbaud! Tu nous aurais fait une chouette tête de mort si t'avais blanchi comme le père Victor. Gamin, t'aurais cultivé l'art d'être père grand si t'avais pris le temps un brin de traîner en chemin. Sous la tour Eiffel, avec les dadas, t'aurais causé jazz, roman, cinéma, octobre. T'aurais découvert la psychanalyse, culbuté ta mère, branché dans les prises, ton zob, Rimbaud. T'aurais su gagner l'Amérique en surf, fait des poèmes au poilu 1916. Les petits hommes verts t'auraient peut-être admis, porté de service à l'Académie française. Ta canne à ton bras longeant la coupole, tu serais venu fleurir la tombe à ton Paul d'une rose. La croix du mérite et celle du maintien, serais-tu mort idiot, mon pote? On est bien peu de choses. Rimbaud. Des lions d'Éthiopie sur enveloppe avion, dis donc, t'en aurais une chouette collection de timbres, une pipe d'opium entre tes caries, un chien borgne au bord de tes chaussons gris, vieux rein. T'aurais vu le Guillaume au-dessus du pont Mirabeau, vous auriez poussé chez l'ami Pablo, ensemble, avec tes vieux poings dans tes poches crevées, si la graine avait pris le temps de boucher l'autre jambe. Rimbaud! Il y en a qui diront que ça fait plus coquet quand on a tout dit, partir devant les ratures, que dedans comme dehors on reste sur la terre, qu'après tout on n'a que l'âge de ses artères. Arthur t'avouera quand même que c'est pas des manières de partir en laissant la moitié d'un verre d'absinthe. Et puis d'en sauter une génération en laissant la mère sans rien, sans pognon, enceinte. Rimbaud. Leprest. On a dit Leprest que c'était le Rimbaud du XXe siècle. Qui est venu d'ailleurs chanter à la soupe aux choux, à l'heure du temps, au printemps de Bourges, etc. Et qui a eu une fin tragique, malheureusement. Et qui s'est battu pour enlever la rutière à Rouen.
Hein, c'était un ami de la commune, Alain Lepresse. Bon, alors allons-y. Qu'est-ce que vous avez choisi? Laisse Sandra. Blaise Sandra. Alors attends, il faut que je retrouve mon petit papier où j'ai le numéro des pages. Sandra, bah oui, mais comme c'est pas par ordre. Là, c'est par ordre alphabétique. Sandra. Oh, c'est bon. Et puis, on entend parler de Rimbaud durant ces 10 dernières années qu'il serait temps de lui ficher la paix. Car à quelle sauce ne l'ont-on pas arrangé, ce pauvre vieux, lui qui avait tout brûlé et nous avait dit merde à tous avant de partir pour son grand voyage. Et dire que cette leçon n'a servi à rien, Blaise Sandra, 1941. Donc, les dates vont aussi nous renseigner sur ce qu'on pense à un moment ou à un autre. Encore Jacques Higelin. Jacques Higelin, le grand Jacques. Je me souviens quand Daniel Colling faisait les bilans du printemps de Bourges, alors quand il y avait Higelin, on disait oui, Jacques Higelin. Et on rajoutait et ses conférences de presse. Jacques Higelin se livrait pendant plus d'1 heure dans ses... C'était parfois pénible. Non, je ne l'admets pas ça. On va se fâcher, monsieur. Ah, 1967. Ah, Rimbaud, cette gueule, ces yeux, cette volonté farouche. Il ressemble à ces gosses qui se soulèvent dans les banlieues. Ils n'en peuvent plus de vivre dans le béton, l'indifférence mutilante. Aujourd'hui, il serait du roc. La marge est étroite et ces révoltes sont toujours d'actualité. 67. Antoine Blondin. Ah, Antoine Blondin, ah bah c'est une bonne idée ça. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Blondin? Je les ai pas tous pris, en plus j'ai pris ceux qui sont assez courts. 1968, tiens, justement. Fugueur, soit, mais orienté. Sous son pas de fort anthème, travesti en vagabond, l'école buissonnière avait pris des dimensions fabuleuses. Il en connaissait les chemins dérobés, les octrois contournés, les refuges et les bancs, et même les prisons. L'eau commun des jeunes bohémiens qui se croient permis de venir écouter Paris aux portes. Senghor. Léopold Senghor. Ah bah attendez, pas tout ça. Soupeau, c'est que tu veux souper. Senghor. 1984. Paradoxalement, pour l'époque, en proclamant dans une saison en enfer qu'il était nègre, le poète se référait consciemment aux valeurs essentielles de la négritude, à l'instinct, c'est-à-dire à l'intuition du nègre, exactement à sa puissance d'imagination symbolique. Rimbaud ne sépare pas la pensée de l'action, l'esprit de l'âme, ni celle-ci du corps. Pas mal d'avoir... et Rimbaud l'Africain. Hein. On a au moins une bonne chose sur Rimbaud, même s'il a vendu des armes, c'est qu'il n'a pas été colonialiste vis-à-vis des gens du coin. Hein. Il a essayé de vendre des armes, il a essayé, bon, hein, ça c'est comme les communards, c'est pas des soldats, donc ils se sont fait battre.
Rimbaud, c'est pas un commerçant. C'est un poète, mais bon, il écrit le... Alors on m'a dit Soupeau. « 1982. La mer Rouge est un aimant qui a attiré et retenu des hommes qui allaient bouleverser les assises du monde. Ce n'est pas ce qu'on s'obstine à nommer le secret des départs de Rimbaud et de son oubli de la poésie qu'il faudrait découvrir, mais plus simplement pourquoi la mer Rouge et ses rivages fascinèrent le voyageur infatigable, jamais satisfait, toujours à la recherche de nouvelles lumières et de nouveaux mystères. C'est sur ces rivages que j'ai suivi l'itinéraire qu'avait tracé le futur négociant. Itinéraire qu'il avait finalement préféré, lui qui parlait de revenir en France pour se marier et engendrer un fils qui deviendrait ingénieur. J'avais cherché les traces de Rimbaud à Londres et à Chypre. Je suis allé à Aden. J'ai vu l'Arabie, le Harar, l'Éthiopie. C'était en 1951. En explorant la mer Rouge, je fus métamorphosé. Ce n'était pas tant la découverte d'un univers différent, pas tellement la solitude, mais une métampsychose. Je est un autre. L'homme que je croyais être ne me ressemblait plus. Expérience douloureuse mais irréversible. Inutile de lutter contre cette rupture. L'oubli. L'ombre de Rimbaud insaisissable. Il était impossible de ne pas en être obsédé. Ce que le voyant ne pouvait ni connaître, ni même imaginer. Et pourtant, ceux que je rencontrais étaient eux aussi victimes de l'oubli. Même ce milliardaire, M. Bess, qui, quelques années après le départ du négociant, avait fait fortune en reprenant à son compte les projets que l'Ardennais avait dû abandonner. Même ces fantômes ou ces épaves qui erraient de Djibouti à Aden, sans esprit de retour. Le dernier voyage, le voyage de l'agonie du porteur du Louis d'Or. Savait-il qu'il allait mourir? Donc là, Soupeau évoque, valait bien à la fois la poésie de Rimbaud et sa vie. Il y a toute sa correspondance qui a été éditée, mais l'intégralité de sa correspondance. Si on veut vraiment rentrer dans Rimbaud, il faut la lire parce que là, c'est de toute façon, ça a été comme Louise Michel, ils étaient aussi dans l'esprit d'une science de progrès. Pour eux, le progrès arriverait par la science. Et il y a de nombreuses très bonnes descriptions, je dirais, toutes simples, dans sa correspondance aussi. Puis il y a la correspondance, quand il était poète, la lettre du voyant, etc., hein, avec ses professeurs. Que la mère Rimbe, il y en a un, elle ne l'aimait pas bien. Hein. Bon, d'autres encore? Oui, c'est une femme, ça. Vous avez remarqué, hein? Vous avez remarqué, il n'y a que 4 femmes. C'est pour ça que je les ai mises, forcément. Hein? Poète, né à Beyrouth en 1937, réside à Paris. Elle est venue à Bourges. Hein. Ah, ben merci de cette précision. 80. C'était au siècle dernier. Oui, mais sous une certaine municipalité. Non, bah, c'est un texte de 2003. Voilà.
il y a 20 ans, dans une maison voisine de la mienne, au pied de l'Estérel, je fis la connaissance du petit-fils de Maurice Ries, l'associé de Bardet, qui embaucha Rimbaud dans leur société à Aden pour un salaire de 159 piastres, avant de l'envoyer à ses frais à l'hôpital de la Conception à Marseille, où il fut amputé de la jambe et où il mourut. 3 mois s'écoulent entre le moment où Rimbaud quitte le port d'Aden et sa longue agonie veillée par sa sœur Isabelle, puis sa mort. Dans celui-là, on a le parcours de Rimbaud en Afrique. Seule Isabelle était à son chevet. Sa mère, étant occupée, ne pouvait assister dans ses derniers moments. Dans ses derniers moments, ce fils trop fantasque à son goût, trop aventurier, à la fois passionné et sans cœur. Le registre de la société Bardet et Ries porte toujours le nom de Rimbaud, suivi des 159 piastres perçus tout au long de son travail chez eux. Plus tard, il s'était établi à son compte, transportant à dos de mulet des ustensiles de cuisine, des armes qu'il vendait, allant de village en village. C'est là, sur ces routes tant de fois dessinées, mais aussitôt balayées par le sable, qu'il contracta le mal qui allait le tuer. Les douleurs effroyables de sa jambe gangrenée. Rimbaud les avait décrites des années auparavant dans une saison en enfer. Livre miroir de ce que le destin lui réservait. Son transport sur une civière, sa jambe enflant de jour en jour, le pu, l'odeur de la chair putride, racontée par les descendants de Maurice Ries et par les biographes de Rimbaud, sont insupportables. Ces lettres envoyées à Maurice Ries en témoignent. Lettres écrites de la main d'un Rimbaud reconnaissant. J'ai essayé de les retrouver, appelé tous les membres de la famille qui auraient hérité des meubles. L'employeur et bienfaiteur de Rimbaud devait les avoir enfermés dans un coffre, dans un tiroir. Chacun me renvoyait à l'autre. Le bout de la chaîne s'arrêtait sur une cousine mariée à un Russe. Elle m'avait sèchement rabroué. Il lui était impossible de fouiller tous les coffres consignés dans des gardes de meubles qui avaient atterri chez elle après la répartition de la succession. 2003. Ce qui nous permet, vous voyez, à partir de ce que pensent les gens, de balayer aussi d'autres moments de l'existence de Rimbaud. Merci Vénus. Patti Smith. Je l'attendais. Je l'attendais. Vous savez que je suis... Tu pourras faire. On va essayer. Bon. Alors, j'ai 2 textes. Un texte en français et un texte en anglais. Alors, pourquoi j'adore Patti Smith? Je ne connais rien en rock, encore moins le danser, mais Patti Smith a fait une chose extraordinaire, elle a racheté la maison de Roche. Moi, quand j'y passais, il y avait des orties, il y avait des ronces, etc. C'était abominable. Elle a racheté. La dernière fois que je suis passé, donc ça doit être encore mieux, il y avait des petites allées gravillonnées pour y arriver. On le voit dans le Vaillantitude. Oui, tu as mis les photos. Ouais. Et puis, il y avait, c'était fermé, mais on voyait qu'il y avait des ouvriers maçons, des menuisiers qui travaillaient dans la maison de Rimbaud. Et il y avait une boîte aux lettres à l'entrée, Patti Smith. Ça veut dire qu'il vient là-bas, que La Roche vit. Hein.
Alors, Elle a l'intention d'en faire une maison des artistes là-bas. hein? Elle va la transformer en maison des artistes. Bon, merci. Bravo d'avoir choisi Tanisme. Mais si vous ne l'aviez pas choisi, je vous en aurais parlé. Ah oui, c'est 80 ans, mais moi je dirais le français. Tu m'autorises. Tu m'autorises. Un matin, une centaine d'années avant que Little Richard baptisât l'Amérique du rock'n'roll, Arthur et Frédéric et leur sœur Isabelle et Vitalie avançaient dans les rues de Charleville en rubans blancs et vêtements bleus pour recevoir leur première communion. Près de l'église, c'est Arthur qui brisa la formation et cria aux autres enfants Rimbaud, de venir courir avec lui à travers champs, derrière la chapelle passée, le pont, dans les eaux froides et étriquées qui conduisaient au sang chaleureux du Christ. 80, c'est ça? Voilà. Ah oui, En anglais. Alors, Dream of Rimbaud, je crois que c'est Rêve de Rimbaud. oui. Dream of Bon. Dream of Rimbaud. Ça fait des progrès. Oui. Alors c'est un texte, apparemment, je vois le premier paragraphe, qui est cousu, assez surréaliste. Donc la traduction n'est pas hyper facile, s'il y en a qui peuvent m'aider. I am a widow, could be Charleville, could be anywhere, moved behind the plough, the fields. Young Arthur lurks about the farmhouse, Roche, the pump, the artesian well, throws green glass, alias crystal broken, gets me in the eye. Alors, je ne vais pas lire tout en anglais peut-être, je vais vous donner une traduction rapide de ça. Je suis une veuve, ça peut être Charleville, ça peut être n'importe où. On se déplace derrière la charrue, dans les champs. Le jeune Arthur, fantasme Arthur visiblement, erre autour de la ferme, entre parenthèses, point d'interrogation, les roches, la pompe du puits artésien, il jette du verre, VE2RE, verre, VERT, du cristal brisé, et il me fixe dans les yeux. I am upstairs in the bedroom, bandaging my wound, he enters. Alors je suis à l'étage, dans la chambre, je bande ma plaie, il entre. Il se penche sur les 4 posters, sa joue rude, son air méprisant et ses grosses mains. I find him sexy as hell. Je le trouve aussi sexy que l'enfer. How did this happen? He asked casually. Alors comment ça peut être? Demanda-t-il négligemment. Too casually, c'est-à-dire trop négligemment. I lit the bandage. J'ai retiré le bandage. J'ai revealed my eye, a bloody mess. Ouais. J'ai montré vraiment un bazar sanglant. A dream of Poe, he gasped. Un rêve de Poe, il hoqueta, enfin il avala sa respiration. I delivered hard and fast, someone did it. Donc j'enlève ça rapidement et durement. He falls prostrate, il tomba prostré. He weeps, he claps my knees, il pleure, il saisit mes genoux. I grab his hair, je saisis ses cheveux, j'empoigne ses cheveux. It all but burn my finger, oh la thick fire, soft yellow hair, donc il y a tout un fantasme sur les cheveux qui brûlent ses doigts, ça ressemble à un feu roux, mais ce sont quand même des cheveux jaunes, plein de douceur. Yet that unmistakable
tinge, mais quand même avec cette espèce de mèche rouge immanquable. Red dazzle, hair of the one. Alors là, c'est pas facile son texte. C'est les cheveux de l'unique, un one avec un O majuscule. Alors qu'est-ce que ça peut être? Peut-être le diable, voilà, ou Dieu, je ne sais pas. Oh Jesus, I desire him. Oh Jésus, comme je le désire. Filthy son of a bitch. Sale enfant de putain, enfin, ou de chienne, enfin en anglais. Mais... He licks my hand, il lèche ma main. I sober, je pleure. Leave quickly, your mother waits. Alors, quitte vite ta mère. He rises, il se lève. He is leaving, il s'en va. But not without the glance from those cold blue eyes. Alors, mais sans auparavant me jeter un regard avec ces fameux yeux bleus froids. That shatters, qui font frissonner. He who hesitates is mine. Celui qui hésite est à moi. We are on the bed, nous sommes sur le lit. I have a knife to his smooth throat. J'ai un couteau pointé sur sa gorge douce. I let it drop, pardon, c'est-à-dire je le laisse tomber. Nous nous embrassons, we embrace. I devour his scalp. Oula, je dévore sa chevelure. Like fat as a baby thumbs, grasses comme des doigts de bébé. Like the skulls caviar, comme le caviar d'un crâne. Oh Arthur, Arthur, we are in Abyssiaden. Oh Arthur, Arthur, nous sommes en Aden, Abyssinie, making love, smoking cigarettes, c'est-à-dire faisant l'amour et fumant des cigarettes. We kiss, on s'embrasse. But it's much more, mais c'est bien plus que cela. Azur, blue pool, étang bleu, oil slick, lac d'huile calme, sensations telescope, des sensations qui se télescopent, animate qui s'anime, crystalline gulf, des golfs cristallins, balls of colored glass exploding, des balles de verre qui explosent, de verre coloré, sim of berber tents splitted. Ça paraît comme des tentes berbères qui s'ouvrent, enfin, parce qu'on les fend. Open as a cave, ouvert comme une grotte. Open wider, total surrender. Ça s'ouvre encore plus large et c'est la reddition totale. Voilà le... Bravo, bravo. Je découvre. Tout à l'heure, dans les mots, on a évoqué le diable ou le Messie. Pour les Ardennais, et Rimbaud l'emploie, Ferdinand. Nous, c'est Georgeon, en général, le diable en berrichon. Là, chez les Ardennais, c'est Ferdinand, le diable. Et vous savez, on ne dit pas le diable, on dit Ferdinand, ou Georgeon, ou l'autre, etc. Voilà. Bon, on ne parle plus anglais, mais en tout cas, bravo. Qu'est-ce que j'ai Sur l'italien, Pasolini, qu'est-ce qu'il a dit? Qui ça? À Pasolini, oui. Je m'en doutais aussi que vous alliez le choisir. Il ne dit pas grand-chose, mais c'est fort. Oui. Non. De toute façon, je vous l'aurais dit parce que c'est court. Tant mieux. Vous n'aimez pas Pasolini? S'il est sur la liste, J'adore Pasolini. Cinq mots. Ah. Rimbaud. Mon contemporain, mon castrateur. Sujet de bac, au final. oui. Oui. C'est un peu court, quoi. Non, mais c'est...
Il y a des choses derrière ces 5. Gainsbourg. Hein? Ah, Gainsbourg. Ben, ça, je m'en doutais un peu que vous alliez choisir Gainsbourg. Mais pas prendre des chars, mais je te demandais moi. L'écriture, c'est important. C'est une préoccupation majeure. J'ai côtoyé Rimbaud, The Talk Hour. Il y a des lyrics tellement sophistiqués qu'elles ne peuvent pas supporter une mélodie. C'est là que je me rapproche de lui. Il faudra que je me décide à le rejoindre un jour, et pas en Abyssinie. Si j'étais plus fort, plus intello, je n'aurais plus besoin de musique. 1989. Là aussi, Là, ah oui, c'est oui. puissant, les gars. Ah oui, ça me rappelle quand il parlait de l'art. Que le... Encore, La chanson, on c'est va pas jusqu'à grave. 9h30. C'est à Encore Guy Béat. quelques minutes. Jim Morrison. Jim Morrison. Mais il le J'espère faisait que aussi les surtout familles à la pour liste, emmerder hein. Ouais, Xavier. bah non, J'ai vu qu'il y avait Jim Morrison. Bah oui, c'est le dernier. Mais j'espère que c'est pas de l'anglais. Si c'est de Non, non, l'anglais, non, on oui, passe à autre chose. oui, oui. C'est parce que Marcel Proust, il a écrit. Cher Wallace Foley, je voulais seulement vous remercier de votre traduction de Rimbaud. J'en avais besoin parce que je ne lis pas si facilement le français. Je suis un chanteur de rock et votre livre m'accompagne dans tous mes déplacements. Jim Morrison, post-scriptum, le dessin de Picasso sur la couverture est génial. Je suppose qu'il s'agit du dessin de Picasso, celui-là. Ah, bon, c'est juste une correspondance. Oui, oui. Mais voilà. Marcel Proust, ça Proust. m'intrigue. Ah, et deux fois. Un cas particulier, extraordinaire, presque extra-humain. En 1920, et toujours en 1920, les raffinements opposés, lesquels ont conduit un Baudelaire, un Poe, un Verlaine, un Rimbaud, à des souffrances, à une déconsidération dont ma grand-mère ne voulait pas pour son petit-fils. Ben oui. Ah oui. Ben oui. Aragon. Oui. Ah ben c'est juste avant Proust. Ah oui, il a écrit d'ailleurs Aragon sur les illuminations. 1918 et 1930. Deux citations. Un matin triste, j'ai ouvert les illuminations et voici que s'effaça le décevant visage de la vie. Une saison d'enfer marque dans le 19e siècle, marque quand le 19e siècle commence à décliner. La liquidation du compromis poétique qui avait rendu acceptable aux romantiques, tout compte fait de leur écart de langage, la vie française, le bonheur établi. C'est à cet égard que ce texte constitue un véritable danger social auquel on l'a suffisamment vu, la résignation chrétienne ne suffit pas à remédier. Il n'est plus permis d'ignorer le dilemme rimbaldien du fait qu'il a été posé, et il n'est plus possible de ce fait
que l'activité poétique soit exercée encore à titre de jeu. Jeu, J-E-U. Désormais, la poésie engage l'homme dans sa vie, et l'homme n'est rien qui n'est pas d'abord venu au bord de ce gouffre où Rimbaud, fatalement le même. J'aimerais bien savoir ce qu'a dit René Char. Ah, tiens, c'est le poète préféré d'Annie Quenet. René Char. Surtout quelqu'un que Taubira aime beaucoup aussi. Oh, c'est tout à fait au début. Oh putain! Ah, c'est long. Désolé. Mauvaise temps pioche. choisi. Il faut vivre, Arthur Rimbaud, l'hiver, par l'entremise d'une branche verte dont la sève écume et bout dans la cheminée au milieu de l'indifférence des souches qui s'incinèrent. La bouilloire de son bec dessinant la soif. Le désert ergoteur, par la porte ouverte, pointe son index avant d'être une fois encore arrêté par l'immobilité trompeuse du garde-feu qui rend l'écriture si précise, mais vaine jusqu'au point noir. Arthur Rimbaud, ça c'est en 51. Arthur Rimbaud jaillit en 1871 d'un monde en agonie qui ignore son agonie et se mystifie, car il s'obstine à parer son crépuscule des teintes de l'aube de l'âge d'or. Le progrès matériel déjà agit comme brouillard et comme auxiliaire du monstrueux bélier qui va, 40 ans plus tard, entreprendre la destruction des tours orgueilleuses de la civilisation de l'Occident. Il n'a rien manqué à Rimbaud, probablement rien, jusqu'à la dernière goutte de sang hurlé et jusqu'au sel de la splendeur. Bien écrit. Mais tu ne peux pas terminer sans Paul Verlaine. Oui. Il y a Mathilde Verlaine. Ah, Mathilde Verlaine. C'est marrant qu'il parle. Non, il y a aussi Paul Verlaine. Oui, oui, bien sûr, il y a Paul Ouais. Verlaine, mais Paul Verlaine, il doit y en avoir 25. Ah oui, c'est ça. Pour lui, c'était autre chose. Oui, il y a 42, 45, 166, Ah oui, oui, oui. 175. Ah oui. Bon, bah, Verlaine, on lui doit d'abord d'avoir publié Rimbaud. Là, on peut penser qu'il le connaissait bien. Oui. On Intimement. avait visité avec les amis de la commune, justement, on avait visité Charleville-Mézières et le musée Verlaine. Ouais. Bon, il y avait un animateur un peu libertaire d'ailleurs, Ouais, même ouais, très ouais. libertaire. C'est le dernier, là, il y a 2 ans. Oui. Et je lui avais demandé, mais quand Verlaine a-t-il été heureux? Il m'a dit, très bonne question, parce que toute la vie de Verlaine, ça a été insatisfaction sur insatisfaction, même avec Rimbaud. La preuve, c'est qu'il a tiré dessus. Bon. Mathilde. C'était un grand et solide garçon à la figure rougeaude, un paysan. Ah, Un paysan. ah d'accord. Un Ardennais. Il avait l'aspect d'un jeune potache ayant grandi trop vite, car son pantalon écourté laissait voir des chaussettes de coton bleu tricotées par des soins maternels. Les cheveux hirsutes, une cravate en corde, une mise négligée. Les yeux étaient bleus, assez beaux, mais il avait une expression sournoise que dans notre indulgence, nous prîmes pour de la timidité. Il était arrivé sans aucun bagage, pas même une valise, ni linge, ni vêtements autres que ceux qu'il avait sur lui. Voilà comment Mathilde juge. Bon, ben on va arrêter là. Voyons voir qu'est-ce qu'on aurait pu rater. Ben, les autres. Les autres. Brecht.
Ouais, le voit dans le matin. d'accord. Non, je À la cherchais. soupe à l'oignon. Je cherchais Artaud. Ouais. Ouais, par exemple Artaud, Gérard de Nerval, Edgar Poe, Baudelaire, Lautréamont, Nietzsche, Arthur Rimbaud ne sont pas morts de rage, de maladie, de désespoir ou de misère. Ils sont morts parce qu'on a voulu les tuer. Ah, Un cours Brecht. Je feuilletais le livre de Rimbaud, je l'annotais. Tout comme tout y est ardent, papier de lumière pure. Et il a des épaules d'acier. Toujours, quand je travaille, quand je coule la lave, je vois l'Occident emporté dans des embrasements sombres et je crois à sa vigueur. 4 octobre 1921, et effectivement, ceux qui ont travaillé sur Brecht disent les premières pièces de Brecht sont rimbaldiennes. Il était très influencé dans sa jeunesse. Allez, on va finir par celui qui a écrit 2 mots, René Daumal. Comme ça, je ne vous ennuierai pas. Donc c'est encore un sujet de philo, à mon avis. 2 mots. Un con. Oh. Il y a un point d'exclamation à la fin. Quel soleil! Ah ben voilà. Ah. C'est beau ça. Mais c'est le soleil dehors. Au grand mystère aussi, Rimbaud et les femmes. Il a vécu avec une Africaine sur la fin de sa vie. Et qui visiblement ne s'est pas comporté en mâle. Pas forcément. T'en avais pas vu? Mais alors, ce chemin vers la gloire, parce que finalement c'est cela, son histoire, c'est un chemin vers la gloire. Et un chemin vers la gloire, quand on passe à la Lorraine, l'autre gloire vers la Lorraine, c'est Jeanne d'Arc. L'autre chemin vers la gloire, qui se termine très gloire aussi. Ah ben oui. Hein? Ben on Et l'a. c'est les 2 grandes gloires nationales, je veux dire, en termes de patriotisme, bon, Jeanne d'Arc, et en termes littéraires, Rimbaud. Je veux dire, ce sont les 2 gloires françaises. Il y a Hugo. On l'a dans le DVD, la seconde d'Arthur Rimbaud. Merci, ça Mais fait. Hugo, oui, parce qu'il a eu une vie. Je crois qu'il a perdu tous les membres de sa famille, de son vivant. Pratiquement, oui. Donc, Pas ses petits-enfants. qu'est-ce qui peut arriver de plus tragique à une personne Ben ouais. que de voir sa famille de son vivant décimée? Pas grand-chose. Oui, Donc lui aussi, il a un destin tragique. oui. Ben oui, Hugo, oui. Ses fils et sa fille, oui. Non, pas les petits-fils quand même. Pas les petits-fils, mais Ouais. c'est dû être des hypothèses pour lui. Ah oui, ça c'est. Et Surtout la fille. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne s'en est jamais fait. Non, Léopoldine, il s'en est parlé. Oui, Enfin, il a mis 10 ans avant de réécrire. voilà, quand même. Mais il n'y a jamais de plainte vraiment dans son œuvre. Comment? Il n'y a jamais de plainte vraiment dans son œuvre. Ah, non, mais il y a des pleurs, il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. Oui. Les contemplations, c'est Oui, mais- une élégie. On ne sent pas qu'il se plaint. Il ne sent pas. Non, parce qu'il s'en remet à Dieu, à la divinité. Enfin, une sorte de puissance supérieure. Voilà. Donc il l'estime apaisée et qu'il la rejoindra après. Il faisait même l'étape tournante, à Guernesey. Voilà. Donc il croit en la force de l'au-delà. Mais son chagrin est immense. Oui, oui. Il ne se plaint pas, Voilà, c'est ce mais, que je voulais dire. mais il a beaucoup de C'est la chagrin. grandeur d'homme de la personne. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Il gémit De la pas peine. sur lui-même. Ah non, jamais.
Ça, c'est formidable. Oui, oui, c'est vrai. Ah bah oui, grand bonhomme Hugo, oui, c'est sûr. Bon, mais c'était très intéressant. Hein. Notre ami, là.